Hello, bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le but de la vidéo d'aujourd'hui, c'est de te parler des signals et de leur utilisation dans le framework Angular. Comme tu le sais potentiellement déjà, les signals ont fait leur apparition dans le framework Angular depuis la version 16, mais ils étaient encore en mode preview, en mode développeur preview si tu veux. À partir de la version 17, les signals ont été définitivement adoptés par le framework. Le but des signals, tout comme les autres librairies existantes, en l'occurrence RxJS, c'est de pouvoir effectuer la programmation réactive en fait dans vos développements avec le framework Angular. C'est quoi la programmation réactive? La programmation réactive, en fait, tout simplement, c'est un paradigme qui nous permet en fait de réagir à des flux d'événements de manière asynchrone. Ça pourrait être réagir au clic d'un bouton ou réagir au choix d'un élément dans une liste déroulante. Alors, si tu commences à peine à me suivre, ça, je m'appelle Yvan. Je suis ingénieur logiciel, créateur de contenu. Ici, sur cette chaîne, je te parle principalement de tout ce qui concerne le développement logiciel. Quelquefois aussi, je publie un podcast intitulé Un week-end, une rencontre IT. Si ce sont des choses qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner afin de ne rien manquer. Alors, je te parlais tout à l'heure des signals. Il sera important certainement que je te présente RFC signal Angular. Et lorsqu'on le fait, voilà, on tombe sur la RFC en fait qui décrit ce que c'est les signals. Alors, si vous voulez vraiment savoir comment naviguer au travers de cette RFC-ci, vous avez ces 4 points principaux. En fait, le premier point qui vous décrit comment utiliser les signals pour faire la programmation réactive, ensuite discuter des API et autres. Vous avez 4 principaux points en fait qui vous permettent de mieux comprendre les signals. Une fois que j'ai dit ceci, le but de la vidéo d'aujourd'hui, en fait, ça sera de réaliser un exemple simple dans lequel nous allons mettre à jour une liste d'éléments en fonction des éléments sélectionnés dans un filtre. Notre liste d'éléments aura plusieurs champs, parmi lesquels le champ catégorie et le champ étoile. Bon, rating en anglais si vous voulez. Donc, en gros, les utilisateurs pourront filtrer les articles par catégorie ou par étoile. Nous allons réaliser ça en utilisant les signals. Le but sera que vous vous rendiez compte en fait de la puissance de ce nouvel outil et de comment est-ce qu'il nous aide réellement à faire ce qu'on va appeler la programmation réactive fine. Alors sans plus tarder, je vous propose de passer au vif du sujet. Une séance de live coding et on va... Bon, moi je me mets dans mon dossier dédié au projet déjà. Et une fois que c'est fait, on va... on va l'appeler Learn Signals. Bon, c'est la partie 1. Bon, je vais l'intituler le signal 01 puisque c'est la première série, la première vidéo d'un ensemble de vidéos que je publierai justement sur les signals. J'ai pas besoin de server-side rendering. J'ai dit non. Alors, une fois le projet créé, je vais l'ouvrir avec mon éditeur. On va créer tout juste là en bas et je vais l'ouvrir avec mon IDE. Ouais, et là, hop. Et une fois que c'est fait, bon, puisqu'il s'agit d'un exemple vraiment qui vous donne les bases de l'utilisation en fait des signaux dans un contexte très spécifique, bon, je vais procéder à mon implémentation dans le App Component principalement. Bon, le template, des éléments comme le template, le HTML et tout, pour le faire, je me sers de la librairie PrimeNG. PrimeNG, c'est la librairie que vous connaissez certainement. Donc, je me servirai donc de PrimeNG et le code HTML y afférent, bah, je le retrouverai sur... je prendrai le HTML y afférent sur le repo GitHub du projet. Bon, mais on implémentera, nous coderons progressivement nous-mêmes en fait la logique nécessaire. Bon, déjà dans ça, je vais virer tout le template généré. Et là,
j'ai pas besoin de ça. Ce titre ici, je le vire. Et voilà, on va aller regarder dans la doc de PrimeNG. On va regarder comment le getting start. Cette année, bon, voilà, npm install PrimeNG. Puisque c'est un live coding, je le fais de 0 avec vous. Je colle et là, il va installer. Normalement, c'est très rapide comme install. Ok, c'est bon. Et ensuite, que nous dit la doc? On demande de rajouter ces styles-ci, notamment le TME et le style CSS dans l'arrêt style de notre Angular JSON. Bon, je peux faire le copier comme ça et je vais le rajouter également aussi dans l'arrêt style de mon fichier Angular JSON. Et alors, il est juste là, cet arrêt. Voilà, et c'est tout bon. Ensuite, bon, voilà, il faut importer ça. Il faut faire ces imports dans notre fichier de style global. Notre fichier de style global, a priori, il est... Alors, juste là. Et, voilà. Et par la suite, bon, le reste, voilà, les layers. Bon, par mesure de prudence, mais dans le cadre de ce projet, on n'aura pas d'autres styles. Donc, c'est pas nécessaire en fait de rajouter ces layers dans le cadre de notre projet. Après, c'est l'usage de PrimeNG. Mais un autre élément très important en fait, c'est l'import de browser module et de browser animation module. Bon, maintenant là, puisque ici, ils le font dans un contexte ng module, mais là, nous avons précisé, nous avons généré le projet avec Angular 18. Ça veut dire que nous sommes en mode standalone, il n'y a pas de module. Et puisqu'il n'y a pas de module, donc pour ajouter, ce que je fais, du moins ce que vous ferez, vous allez faire un import provider from et alt entrée pour importer. Et ensuite, on va importer le browser module et le browser animation module. Et c'est tout bon. Et là, voilà, je crois que c'est normalement tout bon pour la config de PrimeNG. Alors, une fois que c'est fait, on peut procéder, si vous voulez, à une première compilation pour observer. Non. C'est normal, c'est rien. N'oubliez pas, on a vidé la page tout à l'heure. Maintenant, on va la compléter. Bon, je vais aller sur le GitHub du projet et je vais copier rien que le HTML parce que, bon, voilà, vous vous rendez bien compte, c'est du HTML fait avec PrimeNG, mais ne vous inquiétez pas, j'expliquerai en fait, voilà, ce que ça fait. Copier. Et là, on va coller. Bon, bien sûr, il y aura quelques rouges dû au fait que les méthodes n'existent pas, ce qui est tout à fait normal. Et bien évidemment, lorsqu'on utilise PrimeNG, il faut faire les imports nécessaires. Bon là, puisque PrimeNG, la philosophie, c'est de vous permettre d'importer que les modules dont vous avez besoin. On aura besoin du drop-down module parce qu'on nous a servi de drop-down pour notre filtre. Rappelez-vous de notre exemple en fait qui consiste à réaliser, si vous voulez, une liste dont les éléments seront mis à jour en fonction des choix des utilisateurs dans des filtres. Donc voilà, on a là, si vous voulez, normalement le drop-down module. Ensuite, on aura aussi besoin potentiellement du table module. On aura besoin aussi du cadre module. On aura besoin aussi également du form module puisqu'on utilise ng model. Également aussi bien évidemment du command module. Et a priori c'est tout ce dont nous avons besoin pour que ça puisse fonctionner. Maintenant les erreurs c'est normal sont côté HTML. Alors
ici, naturellement, ce que nous avons, c'est, nous avons deux drop-down. Nous avons un drop-down, en fait, qui présente des catégories des articles. En gros, ça sera, on aura quelques catégories, voilà, qui font référence à nos articles. Vous avez aussi également le rating. Le rating, en fait, c'est le système de notation par étoile, si vous voulez. Donc, certains produits ont 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles. Et ensuite, là, vous avez notre table qui contient, en fait, la liste de produits. Et c'est cette table, en fait, qui sera mise à jour suivant les choix dans le filtre. Sans plus tarder, donc maintenant également aussi des éléments comme la liste des produits, en fait, qui sont des éléments statiques. Je vais les récupérer aussi également sur le GitHub du projet. Nous allons récupérer la liste de produits sur le GitHub et ensuite nous allons implémenter, si vous voulez, chacune des méthodes nécessaires dans le cadre de ce projet. Alors là, je vais récupérer ce tableau product. Voilà, il s'achève là normalement. Et on va s'en servir ici. Le tableau product, il est là. Bien évidemment, il faut qu'on définisse le type product. Ça aussi, on va juste prendre notre type product. Et voilà, c'est tout bon pour notre produit. Par la suite, donc maintenant, on va continuer. On a besoin donc en fait de la liste des catégories. On a besoin en fait également de la liste des étoiles. Bon, ça aussi, on ne va pas se casser. On va récupérer la liste des catégories, la liste des étoiles. Ok. Une fois que c'est fait, c'est bon. Là, il nous reste juste à avoir, voilà. Bon, ça, la catégorie, c'est soit un string, soit on define. Voilà. C'est pareil pour lui aussi. Lui, c'est un number ou on define. Ensuite, on aura aussi besoin de créer ces méthodes. Bon, alors, je vous expliquerai à quoi cela renvoie. Mais bon, ce qu'on va faire là, on va créer un signal déjà, en fait, qui lui va contenir notre filtre, en fait, notre objet de recherche. On va constituer un objet de recherche au préalable avec les différents éléments que peuvent retenir notre filtre. Maintenant, on va construire donc un signal, en fait, qui va contenir ce filtre-là, si vous voulez. Alors, ce qu'on fera, tout simplement, c'est ceci. On va au préalable déjà d'abord créer un type. On va l'appeler fiche paramètre. Et notre fiche paramètre, il a deux champs. Il a un champ qu'on va appeler catégorie, qui est un string. Et il a un champ qu'on va appeler rating, qui a un number.
Et ensuite, là, bon, on peut les mettre comme ça, en optional. Et on va faire un truc, c'est que on va spécifier en fait le type de nos clés. Et bon, puisque le type, ça peut être aussi ou number ou undefined. Ok. Là, ça va nous permettre en fait de typer les clés en fait de notre objet si je paramètre. Notre paramètre en fait, puisque rappelez-vous, notre paramètre a nous avons deux filtres en fait. Nous avons un filtre sur les catégories, un filtre sur les ratings. Et par conséquent, donc ici, dans cette interface, nous avons un champ qui représente la catégorie, un champ qui représente les ratings. Et ça constitue notre objet si paramètre. Nous allons nous servir de cet objet pour créer un signal. Alors, hop, ouais. On va le faire là. On va l'appeler en fait paramètre. Et on va dire que c'est un writable signal. Alors, un writable signal importé depuis Angular Core, si vous voulez, en fait, tout simplement, c'est une implémentation d'un signal, c'est une implémentation de l'interface signal qui, elle, en fait, permet des modifications. Donc, en gros, on crée un signal muable, tout simplement, si vous voulez. Et on va dire que c'est en fait égal à signals comme valeur initiale. Ce que nous allons faire, c'est tout simplement, on va passer la catégorie. Et catégorie, on va dire que c'est undefined initialement. Hop. Ensuite, rating, on va dire aussi initialement c'est undefined. Bon, voilà, une fois notre objet paramètre modifié, on va donc par la suite donc maintenant créer cette méthode select field event. Que fait cette méthode? Si vous voulez, cette méthode en gros, en réalité, elle prend en entrée le champ. Hop, il ne m'a pas suggéré avec les bons. Elle prend en entrée le champ sur lequel on a sélectionné, le filtre sur lequel on a choisi une valeur. Ça peut être soit le filtre des catégories, soit le filtre des étoiles. Et maintenant, ce filtre, en fait, c'est un string. Et elle va prendre, en fait, ensuite, si vous voulez, la valeur. La valeur sélectionnée. La valeur, ça peut être soit un string, soit un number, puisque le rating, rappelez-vous, c'est un number. Ou alors, tout simplement, on dit define. Et que va faire notre méthode? C'est une méthode void. Elle ne retourne rien. Que va faire cette méthode? Tout simplement, elle, en gros, elle va mettre à jour notre signal. Donc, le but dans cette méthode, en gros, ce que nous faisons, c'est que nous partons de la valeur initiale de notre signal et nous allons mettre à jour en fonction du filtre qui sera choisi et de la valeur qui sera assignée. 10 points. Paramètre. Point. Update. Ce que nous faisons ensuite, c'est, on va dire, on passe le param. Voilà, bon, il est de type, hein, si on veut typer, si on veut être rigoureux, si je paramètre, et là, en fait, on va créer un autre signal, et le signal ce que nous allons faire concrètement, c'est quoi? C'est qu'on va prendre le param, rappelez-vous, c'est le paramètre que nous avons passé à notre signal, et ce qu'on va faire, c'est que là, on va lui dire, alors, fields, tu dois être égal à la value. Et maintenant, pourquoi est-ce que cette opération elle est possible? Parce que n'oubliez pas, ici on a spécifié le type de nos clés. Et lorsqu'on l'a fait, il ne nous reste tout simplement plus qu'à faire quoi maintenant? Il ne reste simplement maintenant plus qu'à retourner. Alors, ici ce que je vais faire, c'est que je vais retourner une copie. Pourquoi je retourne une copie au lieu de retourner param? Rappelez-vous ici dans notre signal, lui, il a pris en entrée un objet parce que notre signal contenait un signe paramètre. Ce qui va se passer,
c'est que Angular, pour savoir si un signal a changé, il compare la référence des valeurs de ce signal. Et si, ici, je ne fais que changer, en fait, la valeur de l'un des champs, la référence reste la même. La valeur de l'un des champs a changé, mais la référence reste la même. Et puisque la référence reste la même, Angular ne va pas considérer que l'objet a changé, pourtant l'objet a changé. Donc du coup, pour éviter ça, vous avez deux approches. Soit vous faites comme moi, vous recréez l'objet et par conséquent la référence change, donc du coup votre signal va se déclencher. Ou tout simplement, vous définissez une fonction, vous allez prendre, parce qu'en fait, en gros, si vous voyez la définition de notre signal, il prend aussi une option. Donc en gros, vous allez avoir quelque chose comme ça. Et là, en option, en fait, vous allez définir une méthode equals. Vous allez passer à equals, votre méthode que vous avez définie. Vous pouvez définir une méthode, je sais pas, is equal, bref, que vous allez définir de manière custom. Mais c'est pas le but pour moi ici. Donc moi ici, le but étant vraiment de vous faire comprendre comment est-ce que j'utilise cette nouvelle approche en fait de réactivité fine dans mes projets pour effectuer diverses tâches. Mais voilà, il faut l'important quand même que vous sachiez que cela existe. Lorsque vous manipulez des objets complexes, très souvent, en fait, vous serez obligé de définir une méthode equals qui permet de savoir si deux de vos objets sont égaux ou pas. Moi, dans ce cas, c'est la raison pour éviter ça. Puisque je suis dans un cas relativement simple, en fait, je crée juste une copie de l'objet et par conséquent, puisque les références ont changé, mon signal va se mettre à jour. Alors, vous comprendrez pourquoi il était. On va faire une vérification tout à l'heure pour que vous compreniez exactement pourquoi il est important de faire tout ça. En gros, là, si je reviens, théoriquement, tout est bon, tout est OK. Mais par contre, à quoi me sert ce filtre? Ce filtre, en fait, en réalité, si vous vous rappelez, son but, c'est de me permettre, en fait, de pouvoir mettre à jour ma liste. Ça veut dire qu'il faut que j'ai une méthode, en réalité, qui me permet, en fait, de filtrer ma liste en fonction des éléments que me retourne ou des éléments en fonction. Il faut que j'ai un élément qui me permet de filtrer ma liste en fonction des éléments que l'utilisateur a bel et bien choisi. Alors, pour ce faire, on va créer une méthode qu'on va appeler filter product, tant pour moi. Cette méthode doit nous retourner en fait en réalité une liste de produits. Ok. Alors, ce qu'on va faire déjà au préalable, créons un objet result ici qui sera manipulé par, j'allais dire créer un array result qui sera manipulé par cette méthode égale this.product. Ok. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se dire, on va commencer par tester déjà le filtre sélectionné. On va se dire, si l'utilisateur a sélectionné catégorie, bon, comment on le sait? Pour le savoir, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on vérifie que c'est bel et bien différent de undefined. Bon, l'IA parfois. Ok. Ce qu'on va faire tout simplement, c'est que dans ce cas, on va dire, on va assigner en fait this.result à this.result. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire return. Qu'est-ce qu'on doit retourner en fait? Hop. Non, c'est pas bon. Si c'est product. Product. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va return
product, point, catégorie, égale, 10, bon, selected catégorie. Rappelez-vous, selected catégorie, en fait, en gros, on l'a bindé là à l'aide d'un ng modèle et c'est lui qu'on passe en fait dans notre méthode. Donc, c'est lui qui contient la valeur réelle sélectionnée. Donc, voilà ce qu'on fera dans ce cas-ci, tout simplement. Et ensuite, on va tester aussi son frère. On va dire if 10.paramètre. On retient différent de undefined. Alors, ce qu'on fera, ouais, là on va lui dire return égale 10.selection. Et une fois qu'on a fait ça, s'il n'y a rien, ça veut dire que si les deux sont undefined, alors retourne tout simplement results. Bon, ok. Une fois qu'on l'a fait, maintenant ça c'est la méthode, notre méthode technique qui est censée filtrer en fait notre liste en fonction des éléments choisis par nos utilisateurs dans les filtres. Maintenant, ce que nous on aimerait, c'est, n'oubliez pas, le but des signals, c'est de pouvoir effectuer la programmation réactive qui en elle-même n'est qu'un mécanisme permettant de réagir à des flux d'événements de manière asynchrone. Donc, ce qu'on doit faire là maintenant, c'est de pouvoir relier notre méthode de filter product avec notre signal paramètre, de sorte que dès que l'un de nos éléments dans notre filtre change, automatiquement, puisque notre signal paramètre va changer, automatiquement, on aimerait que la méthode filter product soit appelée. Qu'est-ce qu'on fera donc dans ce cas? C'est déjà ce qu'on fera donc dans ce qu'on fera. Pourquoi il y a encore l'erreur? Ok, oui, il y a encore une dernière erreur, c'est normal. Ce qu'on fera donc dans ce cas, tout simplement, c'est qu'on va se servir d'un signal compute. Un signal compute, tout simplement, c'est quoi? C'est un signal qu'on construit à partir de d'autres signaux. Lui, ce signal, en fait, il est immuable. Contrairement au write-up signal qui est un signal muable. Alors, on va l'appeler, bon, déjà dans le template, on va l'appeler display product. Mais par contre, c'est pas un simple, lui c'est un compute. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il va appeler la méthode filter product. Voilà son rôle. Donc, en gros, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est on a créé un compute signal qui, qu'est-ce qu'il fait? En fait, en réalité, notre compute signal, en fait, son rôle, si vous voulez, c'est de calculer à chaque fois que le paramètre va changer, il va rappeler notre méthode de filter product. Alors là, ce qu'on a juste oublié ici, c'est un return. Et là, comme ça, notre signal contient la liste de produits. En gros, si vous voulez, le filter product dépend du signal paramètre. Et dès que le signal paramètre change, le filter product aussi sera exécuté, voilà, à cause de notre compute. Et le display product, c'est lui qu'on appelle dans notre HTML. Alors, juste on se rend dans le navigateur et on va faire quelques tests. Ok. Bon, voilà. Et là, dans le navigateur, voilà, on voit notre liste s'affiche. On a la catégorie accessoires, accessoires, fitness, clothing. On a les ratings 5, 4. Si on filtre par exemple sur fitness, on voit rien que les deux fitness. Si en plus on veut le 3, on va directement. Bon, j'aurais pu rajouter un bouton actualiser là pour actualiser, mais bon, pour l'instant, je l'actualise avec le bouton navigateur. Le but du bouton actualiser,
qu'est-ce qu'il devait juste faire? Il devait juste réinitialiser le signal paramètre. Donc, juste vous mettez un bouton là, actualiser. Et son but, tout simplement, c'est juste de, tout simplement, hein, de manière toute banale, en fait, si vous voulez, de réinitialiser votre signal paramètre en mettant les champs catégories dans undefined. Comme ça, vous avez la liste d'origine. Donc, en gros, vous pouvez sélectionner ce qui vous arrange. Et voilà, vous avez les résultats escomptés. Bon, voilà un peu, c'était ça le but de cette vidéo. Maintenant, pour vous donner encore un peu un petit contexte concernant la comparaison des objets passés dans les signaux. Si ce que je fais, on va faire un petit test. Elle est où ma méthode select? Voilà. Si ici, au lieu de retourner cette liste-ci, si on retourne directement un param, comme ceci, vous allez vous rendre compte qu'en le faisant, en fait, on aura plus la liste qui va s'incrémenter simplement parce qu'en fait, là, Angular ne va pas, le signal en fait ne va pas considérer que votre objet a changé puisque ce n'est qu'une valeur de votre objet qui a changé, pas tout l'objet, et par conséquent, la référence reste la même. Donc, on va se rendre là, on va sélectionner un rating, rien ne se passe, rien ne se passe, rien ne se passe. Et rien ne se passe. Ce qui est tout à fait normal que rien ne se passe. Bon, on va rollback. Donc voilà, ayez ça en mémoire. Soit vous créez l'objet, soit tout simplement ce que vous faites, c'est bon, ben, vous définissez, comme on avait tout à l'heure, une méthode equals pour vos objets. Donc voilà les deux options qui offrent à vous. Alors, si vous avez aimé la vidéo, vous savez juste ce qu'il faut faire, n'hésite pas à t'abonner pour plus de contenu. Ça, c'est la première vidéo d'une série que je débute. Et à titre de rappel à ceux qui me suivent déjà depuis un peu longtemps déjà, ce dimanche, vous aurez la 6e édition d'un week-end, une rencontre IT. Je reçois Eben Tobin, un ingénieur logiciel expérimenté avec qui on reviendra sur son parcours, sur son expertise et les astuces qu'il met en place au quotidien en fait pour pouvoir gérer plusieurs projets. À très bientôt. Merci.